Oui, bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous retrouver une fois de plus pour ce webinaire sur la chronique du partage et toutes les aventures qui nous tiennent en haleine depuis quasiment 9 mois sur cette fameuse loi du partage de la valeur. Et donc, on va regarder aujourd'hui les derniers rebondissements et les dernières infos que l'on a, puisque nos décrets, je livre l'info tout de suite, puisque nos décrets sont enfin publiés et qu'on a quasiment toutes les informations. Je dis quasiment parce qu'il nous manque encore quelques petits détails, mais on a quasiment toutes les informations aujourd'hui pour pouvoir appliquer cette fameuse loi. Alors, tant que j'ai la main, je commence par me présenter. Eric, je te donnerai la main après. Donc, moi, je suis Marie-Noëlle Auclair. Je suis directrice de l'expertise et des solutions chez RS. Cette équipe assure notamment tout le suivi, toute la veille juridique que l'on peut faire pour vous et puis toute l'expertise d'une manière générale sur nos différents métiers de l'épargne chez RS. Merci Marie-Noëlle. Éric Bidot, je suis directeur régional Nouvelle-Aquitaine pour RS et également responsable de l'animation et de la formation auprès des métiers de l'expertise comptable. Alors, RS en quelques mots, eh bien, au 30 juin, nous avons franchi le cap des 6 milliards 700 millions d'euros d'encours, des encours quasi exclusivement constitués d'épargne salariale et d'épargne retraite, puisque c'est l'ADN de la maison, la multigestion et une offre indépendante de tout établissement bancaire et de toute compagnie d'assurance, avec une clientèle de grands comptes, dont vous voyez ici quelques logos qui nous ont accordé leur confiance dans le suivi, la mise en place, l'évolution de leur dispositif de partage de valeur. Justement, on est en plein dedans, on a enfin ces fameux décrets, on a eu aussi quelques questions-réponses que l'on va partager avec vous. Donc, où en sommes-nous dans la chronique, dans la temporalité de cette loi partage de valeur? Quelles sont effectivement les précisions qui sont apportées par ces fameux décrets et ces questions-réponses qui commencent à apparaître. Et puis, dans la loi Industrie verte, on a également quelques effets sur les dispositifs qui peuvent être en place chez nos clients ou que nous pouvons être amenés à mettre en place. Marie-Noëlle, je pense que là, il faut lever le suspense. Très bien, eh bien oui, on va lever le suspense. Alors juste un petit retour, le suspense, un petit retour en arrière d'abord. Donc on vous le disait, on a maintenant cette institution que sont les chroniques du partage. On en est au sixième épisode désormais aujourd'hui. Donc, on a traité des sujets divers et variés sur les 5 premiers. Et donc, vous pouvez les voir en replay. Ils sont disponibles à tout moment en replay si vous voulez repasser les épisodes précédents. Alors, un petit retour sur cette loi. Bon, je vais passer assez rapidement, mais les objectifs du gouvernement quand ils ont réuni les syndicats, c'était bien de se dire on veut généraliser le partage de la valeur. L'idée, c'était de flécher vraiment cette valeur créée vers le financement de grandes priorités nationales. Et puis, il y avait aussi un aspect comment articuler les différents dispositifs existants entre eux pour mieux les valoriser et que ça serve au plus grand nombre. Alors, le calendrier, ça fait un moment qu'on l'a commencé, ce petit calendrier, puisqu'il a commencé fin 2022 pour atterrir sur un accord et une loi fin 2023. Et là, depuis décembre 2023, on attendait impatiemment que soit publié un certain nombre de décrets qui nous permettaient d'appliquer des dispositions très larges de la loi. Donc, on a eu un premier décret la semaine dernière, dimanche 30 juin, et le deuxième décret le samedi 6 juillet, qui sont venus donc enfin préciser quelques aspects de cette loi. Et ce que Eric disait, on a accompagné avec de ces décrets quelques questions-réponses qui sont en fait, les questions-réponses, c'est vraiment un traitement hyper pratico-pratique de quelques questions ou des quelques points qui découlent soit de la loi, soit carrément des dispositions du décret. Donc là, on tombe vraiment dans ce qui va nous intéresser au quotidien, c'est OK, on a une disposition légale, un texte d'application qui est un peu plus précis, mais parfois bof. Et normalement, ces questions-réponses finissent de nous dire, voilà, pour ce point-là, c'est bien comme ça qu'il faut interpréter la rédaction et c'est bien comme ça qu'il faut l'appliquer. Donc, on en a un certain nombre, on en attend encore quelques-uns.
Alors, première disposition qui était prévue, c'est une disposition qui dit qu'il fallait ajouter un fonds labellisé. Alors, labellisé, plutôt orienté investissement socialement responsable, dans les plans d'épargne. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, il y avait forcément, depuis 2009, un fonds qu'on appelle solidaire dans le FCPE, dans le plan d'épargne. Dans la gamme des FCPE, il y en avait forcément un qui avait le tampon solidaire. Là, c'est à côté de ce fonds solidaire. Désormais, les entreprises doivent avoir un fonds labellisé, alors soit labellisé ISR, soit France Finance Vert, soit label Relance, soit label Finansol, soit le label CIES. Donc, c'est un certain nombre de labels qui sont éligibles dans les plans d'épargne pour dire, bah, OK, j'ai ce type de fonds-là, donc mon fonds, mon plan est bien toujours applicable avec la nouvelle réglementation. Alors, c'est ce qui est un petit peu étonnant, c'est que cette obligation, elle était dans la loi, et donc la loi nous disait les entreprises ont jusqu'au 1er juillet 2024 pour être en adéquation avec cette disposition-là. Le décret ayant été publié le 30 juin, en week-end, certaines entreprises, notamment les plus grandes, ont eu parfois du mal à notamment se mettre en place avec ce délai qui était très court, même si on avait une idée des labels qui allaient pouvoir être éligibles. Et puis, voilà, on arrive très très vite à ce délai-là. Donc, sur les offres interentreprises, RS Sélection, RS Conviction, on est de toute façon, il n'y a pas de sujet puisque la gamme de fonds est suffisamment large pour qu'il y ait déjà ce type de fonds dans les plans. Donc, de ce point de vue-là, donc, toutes les entreprises qui sont sur les offres interentreprises, PUI, PERECOI, elles sont couvertes. Il n'y a aucun sujet pour elles. En revanche, là où il y aura des sujets, ça va être les entreprises qui ont des plans d'épargne sur mesure, avec souvent une gamme peut-être un petit peu plus réduite de fonds. Et là, c'est là qu'il faut regarder s'il y a un plan d'épargne, s'il y a un fonds labellisé ou pas. Il semble, c'est encore officieux, mais que pour ces entreprises-là, on arrive à obtenir un délai peut-être jusqu'à fin 24, plutôt que ce 1er juillet 2024, une espèce de tolérance pour que les entreprises, notamment les plus grosses, puissent se mettre en conformité d'ici la fin de l'année. Deuxième sujet, je te laisse la main, Eric. Oui, Marie-Noël. Alors, la fameuse PPV, donc on était assez ennuyé jusqu'à ce décret du 30 juin, puisqu'on avait une catégorie de bénéficiaires de PPV. Pour mémoire, l'ensemble des salariés qui perçoivent une PPV dans une entreprise de plus de 50, ou alors les salariés percevant plus de 3 SMIC en rémunération annuelle brute sur une base de 12 mois dans les entreprises de moins de 50, leur PPV a été obligatoirement soumise à impôt sur le revenu. Bonne nouvelle, on l'attendait, il est là. Le décret permet de droit de verser une PPV à l'intérieur d'un plan d'épargne salariale, que ce plan d'épargne salariale prévoit ou ne prévoit pas le versement de la PPV. Attention en revanche, et c'est le point juridique d'alerte que nous avons rédigé à votre attention, si l'entreprise souhaite abonder la PPV, là en revanche, il faudra impérativement avoir un dispositif d'épargne salariale qui permet l'abondement de la PPV. Ce sera le cas des prochaines versions RS Sélection 13, RS Conviction 2, qui normalement devraient être opérationnelles à l'issue du délai d'un mois, début août, oui, le 1er août, c'est ça, Marie-Noël. Voilà. Donc voilà le point clé en fait sur ce décret du 30 juin sur la PPV. Après, sur l'organisation des campagnes, tout simple, on retrouve les 15 jours et on retrouve pour celles et ceux qui l'ont connu avant la loi d'août 2015, les modalités de versement de l'intéressement, c'est-à-dire par défaut cash. Donc la PPV, c'est par défaut cash, mais on organise un recueil d'options. Donc là, pareil, Amundi, pour l'offre RS, pourra être en capacité d'organiser le recueil d'options de la mise en paiement de la PPV. Et puis ainsi, ceux et celles qui veulent soit sauver la parière, soit pouvoir déclencher, par exemple, l'abondement à partir de la PPV, ce qui est assez malin, et on en parlait dans les précédents épisodes de la chronique, pourront tout à fait le faire. Alors, ce que prévoit la loi maintenant sur le traitement de la PPV, si la PPV est versée à l'intérieur d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, Péréco, Pérécoi, Péricole, Péricoli, ce sera dans le compartiment 2. Alors, ce n'est pas neutre, puisque le compartiment 2, je vous le rappelle, lorsque l'on veut sortir du compartiment 2, il n'y a pas d'impôt sur le revenu tant sur la partie versement que la partie plus-value.
Et on n'applique que les prélèvements sociaux sur la plus-value, à ce jour 17,2. Le nombre de PPV par DUE par année, c'est toujours 2, pas de problème. 4 versements maximum à un trimestre d'intervalle. Là, rien n'a changé par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Et puis, on rappellera quand même que la PPV a un traitement au niveau de la CSG-CRDS et notamment de l'assiette de calcul de la CSG-CRDS qui est identique au salaire. Donc, on a un abattement pour frais payroll d'un 75 et on va donc avoir un calcul de CSG-CRDS pour les plus de 3 SMIC dans les entreprises de moins de 50 salariés, je rappelle, et pour tous les bénéficiaires dans les entreprises de plus de 50 salariés, on aura un calcul de la CSG-CRDS au taux de 9,7% sur 98,25% de l'assiette de cette fameuse PPV. Les plafonds d'abondement, maintenant, une excellente nouvelle. Alors, uniquement pour l'actionnariat salarié sur le seul plan d'épargne à 5 ans, on a un abondement unilatéral qui commence vraiment à ressembler à quelque chose, puisque eh bien, on va pouvoir bénéficier d'un doublement de cet abondement unilatéral sur le plan d'épargne à 5 ans et qui va toujours avoir la majoration de 80%. Donc, on va être sur des montants assez significatifs en abondement unilatéral pour des opérations d'actionnariat salarié sur des dispositifs plan d'épargne 5 ans. Maintenant, pour le plan d'épargne retraite, donc, nous rappelons que l'abondement unilatéral était plafonné à 2% du PAS, et bien désormais, à l'instar des plafonds de la PPV, il pourrait être possible sur un plan d'épargne retraite que l'employeur décide de verser uniformément un abondement unilatéral, soit de 3 000 € max s'il n'applique pas d'accord d'intéressement et ou de participation dans les conditions de la PPV, ou 6 000 € max s'il applique effectivement, alors pour une entreprise de moins de 50, soit un accord d'intéressement, soit un accord de participation volontaire, et pour une entreprise de plus de 50 qui est légalement, obligatoirement assujettie à la participation, ce sera évidemment si elle applique un accord d'intéressement, toujours comme la PPV, cette notion d'appliquer un accord d'intéressement sur l'exercice fiscal où à la fois j'ai décidé de verser cet abondement unilatéral et où je verse cet abondement unilatéral. Merci, Les Eric. 3 nouveaux cas de déblocage Ouais. anticipé. Est-ce que je peux acheter un vélo électrique, Marie-Noël, maintenant? Ben oui. Alors, oui et pas encore tout à fait. Donc, on a 3 nouveaux cas de déblocage qui sont prévus par les décrets. Le premier, ce sont des dépenses qui sont liées à la rénovation énergétique de sa résidence principale, alors sous un certain nombre de conditions. La deuxième, c'est des dépenses engagées pour l'acquisition d'un véhicule propre, donc ton vélo électrique, Eric, et des voitures électriques, etc. Et puis, le troisième cas, c'est des dépenses qui sont engagées lorsque l'on devient proche aidant. Alors, pour les 2 premiers cas, les demandes doivent être faites dans les 6 mois à compter des travaux ou de l'achat du véhicule, ce qu'on appelle le fait générateur. Mais ce fait générateur devra être postérieur à l'entrée en vigueur du décret, c'est-à-dire depuis lundi dernier. Pour le troisième cas, qui est celui de proche aidant, là, c'est un petit peu différent puisque c'est un cas qui va être permanent, comme le cas de déblocage pour invalidité, par exemple, où dès que l'on a de l'épargne, on peut redemander pour finalement le même fait générateur, qui est cette situation de proche aidant, qui permettra de débloquer au fil des années, à chaque fois, de l'épargne avec le même fait générateur. Et donc, celui-ci, ce cas particulier, il pourra concerner un fait générateur qui serait antérieur à l'entrée en vigueur du décret. Donc, ça veut dire que concrètement, je devrais pouvoir, aujourd'hui, 11 juillet, faire ma demande auprès de mon teneur de compte préféré pour faire valoir mon cas de déblocage anticipé, puisque, comme Eric, je me suis acheté un vélo électrique. Sauf que, typiquement, là, on n'a pas encore le question-réponse. Et les teneurs de compte aujourd'hui ne savent pas encore ce qu'ils vont devoir demander comme justificatif pour ces 3 cas-là. Donc, juridiquement, les salariés, enfin les bénéficiaires des plans d'épargne peuvent commencer à faire leur demande de cas de déblocage, sauf que les teneurs de compte ne savent pas le gérer parce qu'ils ne savent pas ce que l'administration leur demandera de demander comme justificatif. Donc, pour l'instant, en fait, les demandes ne sont pas prises en compte par la plupart des teneurs de compte qui ne savent pas les traiter.
Voilà, donc, il y a ça, c'est les joies de la mise en pratique de ce genre de loi. C'est qu'il voilà, il y a la théorie puis la pratique. Donc, on attend encore quelques infos sur ces cas de déblocage-là. Et alors, je ne devrais pas vous le dire, mais on devrait les avoir fin juillet normalement. Mais si c'est comme les décrets, on les a attendus 6 mois. Donc, peut-être qu'on les aura un peu plus tard. Autre sujet sont des avances d'intéressement et de participation. Donc, les avances, c'est ce qui permet de commencer à verser une partie des primes d'intéressement ou de participation en avance par rapport à la date normale qui est plutôt autour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice de calcul. Là, ça permet, avant même d'avoir clôturé son exercice ou d'avoir calculé son intéressement ou sa participation, de commencer à en verser un bout, peut-être pour étaler les versements plutôt que de faire une seule prime une fois par an à la fin. Donc, ça existait déjà un petit peu sur l'intéressement, enfin pas un petit peu, mais sur l'intéressement, ça existait déjà, mais ce n'était pas prévu dans la loi. Et là, c'est étendu à la participation. Et ces avances, alors c'est bien dans l'absolu parce qu'encore une fois, ça permet potentiellement de fractionner un petit peu plus les primes et puis oui, de pouvoir les étaler dans le temps. En revanche, attention, hein, je mets toujours un gros warning sur ces choses-là quand je conseille des clients parce que les avances, il faut quand même, au moment où on les verse, être à peu près sûr que l'intéressement ou la participation va se déclencher. Parce que si on verse des avances et qu'en fait notre accord ne se déclenche pas ou alors ne se déclenche pas, c'est un vrai problème. S'il ne se déclenche pas assez, on peut gérer avec un supplément éventuellement. Mais s'il ne se déclenche pas du tout, bah, on a versé des sommes qu'il va falloir demander en remboursement aux salariés. Donc, je t'ai donné 500 euros, mais en fait, je n'aurais pas dû te les donner. Donc, je vais te les reprendre sur ton salaire chaque mois pendant, mettons, 100 euros pendant 5 mois. Donc, non seulement c'est quand même un peu galère à mettre en place, et puis bah, le salarié, il pensait avoir des sous qui finalement ne l'aura pas. Donc, ça peut conduire à des situations un petit peu embarrassantes. Et si ça a été affecté à un plan d'épargne, bah là, on ne retire pas les sommes puisqu'elles sont bloquées, mais en revanche, elles vont changer de nature. Ce sera plus d'intéressement de la participation exonérée d'impôt, mais ça deviendra un versement volontaire qui passera à l'impôt. Donc, tout le monde est un peu perdant. Donc, si on veut verser des avances, il faut quand même être assez avancé dans son exercice et assez serein sur le fait qu'il y en a au moins un bout qui va se déclencher. Sinon, attention, ça peut être un petit peu dangereux. Après, pour comment on la met en pratique, là où c'est un petit peu différent d'avant, c'est-à-dire que si l'on veut mettre en place des avances, l'entreprise va devoir demander l'avis de tous les salariés bénéficiaires en disant je veux verser une avance, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? S'il y en a un qui dit non, eh bien celui-là, il n'aura pas d'avance, il n'aura sa prime que à la fin, enfin à la date normale, on va dire, de versement de l'intéressement, de la participation, de versement du solde, quoi, en fait. Lui, il aura tout en une fois, alors que les autres qui ont dit oui auront pu l'avoir, j'en sais rien, peut-être en 2 ou 3 fois. Donc, c'est là aussi qu'en interne, pour les entreprises, il va y avoir des statuts potentiellement un petit peu différents, parce que si je décide de faire un versement tous les 4 mois, eh bien, je vais envoyer peut-être mon fichier au teneur de compte en laissant de côté ceux qui ont dit non. Puis à la fin, il faudra que je renvoie avec celui qui avait dit non, mais avec toute sa prime, et que le solde pour tous les autres. Donc, potentiellement, en termes de gestion, voilà, c'est pas forcément hyper simple. En tout cas, ça peut quand même répondre à certains cas particuliers d'entreprises qui ont ces besoins-là pour accompagner leur personnel. Mais voilà, je mets toujours quelques petits warnings sur ces avances. Et puis sinon, en termes d'interrogation, une fois que les gens ont dit oui, OK, eh bien, l'interrogation, elle se fait sur la même modalité que l'intéressement et la participation, donc avec une info sur l'acompte qui est versé, un certain délai, la quinzaine de jours pour répondre, et à défaut de réponse, le placement par défaut, soit de l'intéressement, soit de la participation, avec ses propres règles. Une petite question, Marie-Noël, avant de Oui. passer sur les accords de Ouais. participation. Une question de Gonzague. Je fais une avance de participation. Sur quel exercice de déductibilité, quel sera l'exercice fiscal de déductibilité de l'avance? L'exercice de paiement de l'avance ou l'exercice où est due la totalité de la participation?
Alors ça, Eric, je te laisse répondre. C'était plus qu'avec moi sur ces sujets-là. Ok. Sur Alors, l'intéressement et sur la participation qui ne sont pas les mêmes de mémoire. ben, Gonzague et celles et ceux que ça intéresse, en théorie, la déductibilité fiscale de la participation, c'est lorsqu'elle est versée. Sur l'année de Pour versement. pour les avances, il va falloir qu'on creuse parce que je ne sais pas quoi vous répondre. Donc, on va regarder et on vous mettra la réponse Mm. dans la foire aux questions du partage de la valeur. Est-ce qu'on considère que l'avance, Bah oui. justement, Mm. c'est une partie du solde dû et donc déductible sur l'exercice Mm. de versement usuel de la participation, ou est-ce qu'on pourrait déduire l'avance de participation sur son exercice de versement qui serait identique à l'exercice de calcul, à l'instar de l'intéressement quelque part? Mm. Franchement, Regardez. à regarder. Mm. Voilà pour cette question. Donc, et puis, on peut passer On peut à la passer tout de suite. Mm. participation. On regardera pour d'autres questions. Élodie, je ne vous ai pas oublié. On traitera votre question dans quelques minutes. Euh, alors, justement, sur la participation, donc le question-réponse apporte quelques points très positifs sur ce dispositif, notamment sur la formule dérogatoire. Alors, la formule dérogatoire, on rappelle, hein, il y a une durée d'expérimentation donc du 30 novembre 2023 au 30 novembre 2028, où pour les entreprises de moins de 50 salariés, eh bien, il est possible de verser une participation qui donne un résultat inférieur à la formule légale ou supérieur à la formule légale, peu importe. Donc, c'est une liberté totale qui est laissée à l'entreprise, aux dirigeants, à la dirigeante d'entreprise, de définir finalement le montant de son résultat. Dans l'esprit de la participation, RS préconise d'utiliser plutôt le résultat net comptable qu'elle mettra en paiement au titre de la participation pour son exercice. La réserve spéciale de participation qui est ainsi versée, pour bénéficier de la loi partage de valeur, elle doit au plus se calculer sur un exercice qui doit être clos avant le 30 novembre 2028, mais on partagera dans quelques secondes un exemple avec vous. La mise en place sur la diapositive suivante va respecter ce que l'on avait l'habitude de faire avec les accords de participation à formule légale. Et c'est là où on a un énorme avantage avec les formules dérogatoires, c'est qu'on pourra très bien se trouver en fin d'exercice fiscal. Je clôture au 31 juillet. Je sais aujourd'hui quelle est la vision de mon atterrissage. Je peux très bien m'appuyer sur mon résultat net comptable du 31 juillet 2023 pour décider d'une formule dérogatoire du type participation égale 5% du résultat net comptable de 2023 et que je vais verser maintenant là tout de suite, en ayant bien entendu conclu mon accord et déposé mon accord sur Téléaccord, aux bénéficiaires qui sont les salariés présents au 31 juillet 2023 et bénéficiaires de la participation du 31 juillet 2023. Ça, c'est une énorme souplesse. Dans ce cas-là, il faudra quand même vérifier que sur la durée totale d'application de mon accord de participation volontaire à formule dérogatoire, eh bien, j'inclus un exercice pour lequel les résultats ne sont pas supposés connus. Et pour le Code du travail, pour le guide de l'épargne salariale, les résultats ne sont pas supposés connus quand on est en deçà de la première moitié de l'exercice. Donc, tout simplement, aujourd'hui, juillet 2024, je déclenche ma participation sur mon exercice 2023. Là, je suis nettement au-delà de la première moitié de mon exercice 2023. Je vais aussi l'appliquer sur mon exercice 2024 parce que je suis très nettement au-delà de la première moitié de mon exercice 2024. Et finalement, je l'appliquerai également pour la dernière fois sur mon exercice 2025 si je choisis une durée d'application à minima, puisque je n'ai pas entamé mon exercice 2025, je suis bien avant la première moitié de mon exercice 2025. Si on regarde sur les dispositions de participation qu'RS vous propose, vous avez un régime de participation qui est encapsulé à l'intérieur du plan d'épargne RS Sélection depuis la génération accessible en octobre 2017. Ce dispositif, lui, reste obligatoirement à formule légale
et ne vaut pas accord, hein. Il s'agit bien d'un régime de participation au sens du L3333-5 du Code du travail qui est accessible pour chaque exercice fiscal clos à l'entreprise qui est équipée d'un dispositif PEI RS Sélection. Si nous prenons un petit exemple, on va pitcher une entreprise qui a bien entendu moins de 50 salariés, donc c'est une participation volontaire à laquelle on va réfléchir. Son effectif est stable depuis sa dernière clôture, pas de souci de turnover. Son résultat est prévisionnel sur l'exercice en cours, il est soit identique par rapport au précédent exercice clos, soit en progression. Et la dirigeante, eh bien, elle a envie d'allouer 5% de ce résultat net comptable de sa dernière clôture au titre d'un dispositif de partage de valeur. Donc, elle clôture au 31-12, donc c'est bien postérieur au 30 novembre 2023, elle peut utiliser ce régime permis par la loi partage de valeur. La première application sera donc sur l'exercice clos 31 décembre 2023. À minima, mon premier exercice aléatoire, c'est bien celui clos le 31 décembre 2025, hein, puisque aujourd'hui, 11 juillet 2024, je suis dans la deuxième moitié de son exercice 2024. Donc, à minima, eh bien, elle aura un accord qui s'appliquera sur les exercices 23, 24, 25. À maxima, son accord pour bénéficier des mesures expérimentales de la loi partage de valeur sur ce point devra se terminer pour la clôture du 31-12-2027, puisque c'est la première clôture avant l'échéance du 30 novembre 2028. Donc voilà, la souplesse, ça permet vraiment en fin de période fiscale, quand j'ai un effectif stable, quand j'ai une bonne visibilité sur mon résultat, de préconiser au client qui a envie de faire du partage de valeur, eh bien, de pouvoir utiliser cet accord de participation avec une formule à minima, 3%, 5% du résultat net comptable. On n'oublie pas que dès lors qu'on a appliqué la formule à minima, on a la possibilité de décider d'un supplément de participation et ça permet ainsi d'ajuster exactement le montant de prime de partage de valeur en fonction de ce que souhaite faire l'entreprise. Je crois que, Marie-Noëlle, nous pouvons passer à l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal pour Ouais, les alors entreprises de plus de 50. assez rapidement, puisque ça concerne vraiment les plus grosses entreprises, hein, c'est les entreprises de plus de 50 salariés avec au moins un délégué syndical qui doivent avoir entamé au 30 juin, hein, le décret encore une fois est sorti le 30 juin pour une négociation qui devait être entamée au 30 juin, sur une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Donc, ça veut dire que ces entreprises-là ont l'obligation de négocier avec les partenaires sociaux euh, la définition de ce que serait dans cette entreprise-là une augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal. Et si cela arrivait, à ce moment-là, on distribuerait un surpartage de la valeur, finalement, qui pourrait être un supplément d'intéressement ou un supplément de participation. Et donc, l'obligation, elle était jusqu'au 30 juin d'une obligation d'entrer en négociation, c'est-à-dire d'avoir rencontré les partenaires sociaux pour dire, voilà, nous allons parler de ce sujet-là. Il n'y a pas d'obligation de conclure, mais une obligation de commencer à négocier et la conclusion, elle, pourrait être plus tard. Voilà, donc ça concerne vraiment les plus grosses entreprises. On a eu quelques questions-réponses à apporter quelques précisions, mais bon, qui sont pas folles. Globalement, on s'en remet vraiment à la négociation d'entreprise qui définira mais en fonction de ses caractéristiques très particulières, hein, parce qu'une société à l'autre, ce qui est un bénéfice exceptionnel n'a potentiellement rien à voir. Donc voilà, on passe assez rapidement sur cette obligation, mais elle était quand même, ça faisait partie des dispositions importantes de la loi. Alors, autre dispositif, je te laisse reprendre la main, Eric. Oui, bien Nous sûr. arrivons en janvier 25.
Les petites entreprises, donc, quels sont les critères pour qu'effectivement elles aient l'obligation de se doter d'un dispositif de partage de valeur? On les a vus au travers des différents épisodes de la chronique du partage. Donc, il y a bien entendu la notion d'effectif. C'est une notion au sens sécurité sociale, hein, on se réfère au L130-1. Donc, c'est une moyenne des ETP sur 12 mois. On a le ratio qui doit être à 1% et évidemment, ne pas être équipé d'un dispositif de partage de valeur, ça semble évident. Et à compter de l'exercice fiscal ouvert après le 1er janvier 2025. Donc, une entreprise qui est par exemple, 1er octobre, 30 septembre, bah, ce sera pour son exercice ouvert à compter du 1er octobre 2025. La nouveauté, c'est qu'effectivement, l'obligation, donc c'est le QR du 8 juillet 2024, ne concerne pas les entreprises individuelles. Donc, toutes les SCM, les SCP avec plus de 11 salariés, elles ne sont pas dans le spectre de cette obligation légale. Néanmoins, elles peuvent avoir un fort intérêt à réfléchir à un dispositif de partage de valeur, mais ceci est une autre histoire, vous la connaissez bien. Les entreprises qui ont également le statut de SAPO, donc les sociétés anonymes à participation ouvrière, elles aussi sont en dehors de ce spectre. On n'en voit pas tous les jours, même on n'en voit pas tous les mois, mais voilà, sachez que ces deux types d'entreprises ne sont pas dans ce spectre. Eh bien, nous passons à la loi industrie verte, Marie-Noël. Ouais. Alors, rapidement, quelques dispositions de cette autre loi, la loi industrie verte. C'est vrai qu'on en a moins parlé que la loi partage de la valeur, mais c'est une loi qui a été publiée un tout petit peu avant, fin 2024, au 23 octobre 2023, pardon. Et il y a quelques dispositions dans cette loi qui est un peu fourre-tout. Il y a quelques dispositions qui intéressent les dispositifs d'épargne. Donc, le premier, c'est l'intégration de fonds non cotés, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le private equity, dans les grilles de gestion pilotées des PER. Alors, des PER individuels, des PER d'entreprise, hein, et de l'assurance vie. Donc, ça va concerner toutes les gestions pilotées de ces produits-là. Donc, on attendait un arrêté qui est paru la semaine dernière qui nous indiquait comment on allait, enfin, et sous quelle proportion dans les grilles on allait devoir intégrer cette fameuse part de non-coté. Et donc, on a enfin les seuils. Et les seuils, évidemment, ça marche un petit peu comme l'ancien fonds PEA-PME qui permettait d'avoir le forfait social à 16% dans les PER sous réserve d'avoir la gestion pilotée comme placement par défaut et que cette gestion pilotée prévoit un fonds PEA-PME dans certaines proportions en fonction du profil de grille prudent, équilibre ou dynamique et de l'âge qui nous sépare de l'échéance, donc de la retraite généralement, hein, puisque plus on est éloigné de son échéance, plus on va faire des fonds dynamiques. Et là, plus l'obligation d'avoir un fonds PEA, PME était importante. Et puis au fur et à mesure qu'on désensibilise, plus on se rapproche de l'échéance, eh bien, il y avait cette obligation baissait et voir il n'y avait plus de ces fonds-là sur une bonne partie de la fin de la grille. Et bien là, le non-coté va venir en quelque sorte s'ajouter à cette obligation de PEA-PME et viendra un petit peu au-dessus. Alors ça se chevauche un petit peu en réalité, mais l'idée c'est quand même d'augmenter cette proportion, on va dire, d'investissement dans l'économie réelle sur ces grilles de gestion pilotée. Et donc, on a désormais sur les grilles réglementaires, eh bien, quand une grille a un profil prudent à tant d'années de la retraite, enfin entre temps et tant d'années de la retraite, on doit avoir tel pourcentage, etc. Et la nouveauté aussi, c'est avant, il y avait une grille prudente, une grille équilibre qui est la grille par défaut, et une grille dynamique avec des tranches. Et ils ont rajouté un quatrième profil de grille qui est un profil offensif, donc qui va être plus dynamique que le dynamique, comme son nom l'indique. Et voilà, donc on a désormais 4 profils dits réglementaires par rapport à ce qu'on avait avant. On en avait 3 depuis la loi Pacte. Et donc, cette obligation de modifier finalement les grilles de gestion pilotée dans les PER, sur les PER d'entreprise, elle va s'appliquer
à partir du 30 juin 2026. Donc, il y a encore un peu de temps fondamentalement pour les entreprises pour se mettre en conformité avec ce sujet-là. Dans notre offre PEI, PERECOI, RS Sélection 13 et RS Conviction 2, qui sortent, comme l'a dit Eric tout à l'heure, au 1er août 2024, ces grilles sont déjà à jour de cette obligation-là, puisqu'on on avait déjà créé il y a un an un fonds de private equity, et donc on l'intègre là dans toutes nos grilles de gestion pilotée. Donc, en fait, toutes les entreprises qui sont dans nos offres inter-entreprises seront déjà couvertes par cette obligation dès le 1er août 2024. Et voilà, et juste pour faire un petit aparté sur les produits individuels, cette obligation sur les produits individuels, en revanche, elle va courir à partir du 24 octobre 2024. Donc, notamment les assureurs ont un délai qui est beaucoup plus court pour permettre d'appliquer cette disposition dans les produits individuels. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette loi industrie verte, sur ce sujet-là, qui était vraiment le principal. Et puis, deux autres sujets qui sont traités aussi sur industrie verte qui concernent les régimes de retraite supplémentaires d'entreprise, donc anciens articles 83 ou nouveaux PERO ou PEROB. Donc, c'est la suppression des tables genrées, c'est-à-dire que il restait une espèce de tolérance depuis une bonne grosse dizaine d'années sur le fait d'appliquer des tables hommes, des tables de mortalité hommes ou des tables de mortalité femmes sur les produits de retraite collectifs, là où ça avait été supprimé sur les produits individuels. Et donc là, ça y est, on n'a plus le droit. Donc, à partir du 24 octobre 2024, on ne pourra plus appliquer qu'une seule table sur ces contrats-là. La plupart des assureurs vont aligner sur la table des femmes, donc qui est la TGF 05, et qui est donc sera beaucoup moins favorable aux hommes, puisque les femmes étant considérées comme ayant une espérance de vie un petit peu plus longue que les hommes, eh bien, on avait déjà une table qui rendait les rentes un petit peu moins favorables. Donc là, les hommes vont être appliqués sur les rentes sur la table de mortalité des femmes, ou éventuellement pour certains qui vont appliquer une table mixte, c'est-à-dire quelque chose entre les deux, pour faire perdre un peu moins aux hommes et regagner un petit peu plus aux femmes. Et donc, ça s'appliquera pour tous les contrats signés à partir du 24 octobre 2024. Vous passez forcément sur la TGF 05 ou éventuellement la table mixte. Mais si vous signez votre contrat avant, eh bien, vous pouvez conserver les deux tables distinctes pour un nouveau contrat. Et puis, une dernière disposition qui change un petit peu les délais de transfert collectif. Alors déjà, cette loi venait aussi dire un peu plus fortement que on peut enfin faire des transferts d'article 83 vers un PERO parce que c'était toujours un peu flou dans la réglementation. Et donc là, les délais ont été raccourcis, puisqu'avant, les délais pour maximum, pour que les assureurs, notamment, transfèrent ces contrats-là, étaient plutôt de 21 mois. Il y a un délai de préavis, un délai de traitement. Et donc là, on est passé de 21 mois à 15. Alors, la répartition entre les deux délais a un petit peu bougé. Mais en tout cas, on gagne 6 mois, donc c'est plutôt pas mal. Ça va un peu accélérer les choses dans ces transferts-là qui sont souvent longs et fastidieux à obtenir. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Ça fait un petit peu bouger les choses. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Pour conclure, je te repasse la main, Eric. Merci, merci Marie-Noëlle. J'étais en train de répondre à une question de Sébastien sur ces histoires de PEROB et d'article 83. Je poursuivrai juste après. Une équipe d'experts est à votre disposition. RS a régulièrement investi depuis déjà quelques années pour renforcer sa présence sur le terrain, à proximité de vos cabinets, à proximité également des cabinets d'experts comptables qui peuvent être vos prescripteurs. Nous sommes là pour échanger avec vous, pour partager notre expérience et pour réfléchir ensemble aux dispositifs à mettre en place ou à faire évoluer chez vos clients. N'hésitez pas à nous contacter. Nous publions régulièrement sur nos comptes LinkedIn
des informations sur le partage de valeur et l'épargne longue. Ces posts LinkedIn sont beaucoup moins intrusifs que des mails. N'hésitez pas à suivre votre interlocuteur régional sur LinkedIn, ce qui vous permet comme ça d'accéder à l'ensemble des informations d'ERES sur le partage de la valeur et l'épargne longue, ainsi que les événements que nous pouvons organiser en région et auxquels vous êtes bien entendu conviés, voire attendus. Ok, on passe aux questions? On passe aux Alors, questions. Alors, j'ai juste terminé, je te laisse pardon, regarder. Je termine la mienne sur Sébastien d'accord. Pinet Alors, et je te laisse regarder les autres questions. ok, donc on avait une question d'Élodie qui nous demandait si dans l'acquisition des titres de l'entreprise, hein, donc on parlait Ouais. de l'abondement unilatéral, est-ce que c'est valable pour l'achat de parts sociales d'une SARL? Donc non, en fait, l'actionnariat salarié n'est pas possible dans les SARL, il faut que ce soit une société par action, donc type SA ou SAS. Après, nous avions le rehaussement des plafonds de PPV est effectif à partir de l'année de mise en place, d'accord, ou de l'année ou de l'année ayant la distribution, enfin l'année de distribution ou l'année de signature de l'accord. Pour moi, c'est l'année de signature de l'accord. Tu me confirmes, Eric? Alors, je viens juste de terminer de répondre à ma Considère que question. on peut Oui, distribuer une PPV à 6 000 euros dès lors que l'on oui, a, sur 2024 par exemple, dès lors que l'on a signé un accord d'intéressement en 2024. signé et déposé. Donc, j'ai Oui, et répondu de déposé. manière publique à cette question. Donc là, il y a zéro prise de risque possible. Si on veut verser 6 000 euros, il faut qu'on soit certain sur l'exercice fiscal où on va verser une PPV supérieure à 3 000 euros, à concurrence de 6 000, que l'on a un accord et qu'il a été déposé préalablement à la prise de décision unilatérale de PPV ou au dépôt de l'accord de PPV. Donc, il faut Ouais, bien donc c'est pas anticiper avant les le choses, hein. versement de la PPV, c'est bien avant Pas la le versement, non. signature de la C'est décision la de PPV, en fait, hein. signature de la DE ou le dépôt de Hum, l'accord de hum, PPV. hum. Ouais, Donc ça, c'est dans le boss du 1er mai, hein, sur les questions-réponses que vous avez sur la PPV. ok. Alors, nous avons une question de Francis qui nous demande, Ah, dans le cas d'une avance, quid de l'aléa? Eh bien, pour moi, il n'y a pas de quid de l'aléa parce que, en fait, ton aléa, tu le gères avec le fait que ça se déclenche ou ça ne se déclenche pas. Donc, c'est bien, en fait, le souci, c'est que, justement, si ton aléa ne se déclenche pas et que tu as versé une avance, bah, c'est là que ça devient problématique. Et risque de requalification, bah, non, parce que c'est prévu. Donc, il n'y a pas de risque de requalification à mon sens. C'est juste un risque d'ennui ouais. et éventuellement de réintégration pour les sommes qui auraient pu être investies dans un plan d'épargne, de réintégration dans les cotisations et dans l'impôt, quoi. Si on prend les jurisprudences qui existaient avant, hein, ce décret sur l'intéressement, lorsque j'avais trop versé d'avance et que je le repassais par exemple en salaire, il y a eu des jurisprudences de requalification de la totalité de l'intéressement parce que quelque part, on ne respectait pas le principe de non-substitution. Là, au moins, les choses sont claires et comme Marie-Noël, tu le disais, finalement, les deux risques, c'est un, le climat social, parce que je vais faire du bulletin de salaire. Si ça a été versé sur le plan d'épargne, c'est plus de l'intéressement, c'est du versement volontaire. Et puis deux, le coût pour l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, en guise de mesure de tempérament, si on est amené à prévoir des avances sur un accord d'intéressement, peut-être réfléchir à une période de calcul infra-annuelle simple, parce que ça, c'est une solution. Ouais. Ou alors, mettre un critère d'observation disant que suivant la situation semestrielle ou le tableau de bord machin du 31 mai, par exemple, on acquiert X% de l'intéressement au titre de cette période. Comme ça, on est sûr et certain que ça, on peut le verser en avance et qu'au moins l'intéressement se déclenchera à ce fameux niveau. Mais on est sur des choses quand même qui sont assez spécifiques et il faut qu'il y ait une réelle justification pour monter une telle rédaction et surtout derrière la suivre. Parce que monter la rédaction, c'est une chose, la suivre, l'appliquer dans l'entreprise, c'en est une autre. On a une autre question sur les avances, qui est une très bonne question, qui va illustrer le caractère
enfin voilà, ou mes disclaimers sur les avances, c'est qu'est-ce qui se passe si un salarié qui a touché des avances de participation ou d'intéressement quitte l'entreprise avant de savoir s'il a trop perçu. Mm. Bah, à mon avis, c'est pareil, hein. S'il a quitté l'entreprise, il va falloir soit aller récupérer les sommes. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que je ne vois pas Mm. bien comment on fait un prélèvement sur salaire à quelqu'un à qui on ne donne plus de salaire. Donc, c'est une bonne question. Et bon, ce qui a été placé sur le plan d'épargne, là, voilà, bah, ça sera réintégré. Mais effectivement, c'est un autre sujet. Et sur le trop perçu versé en cash, je pense que ça passe en peur parce que je vois même pas comment on fait. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Très Euh, délicat. ouais. Alors, Sébastien nous demande quid des contrats article 83 anciens qui garantissent la table de mortalité à l'adhésion TPRV 93 ou TGH 05 et comment seront transformés les cotises en rente à compter de 2025. Bah, donc, pour moi, si c'est des contrats qui sont forcément plus anciens, puisqu'on est sur des tables très anciennes, voire anciennes, la garantie de table sera conservée, normalement à vérifier avec l'assureur, mais sera conservée pour tout ce qui est ancien versement. Une nouvelle cotisation à regarder. Alors, s'il y a une garantie de table, pour moi, ça continue. Si la table de mortalité est garantie dans le contrat, ça continue avec les anciennes tables. En revanche, si c'est un contrat, on va dire, classique sans garantie de table, là, je pense qu'on la conserve pour ce qui était avant le 24 octobre 2024 et qu'on passe sur la table TGF, en tout cas pour ceux qui étaient sur TGH, à partir de cette date-là. Donc, pour moi, un vieux contrat déjà ouvert. Pour le stock, normalement, il n'est pas impacté, d'autant que vous auriez une garantie de table. Pour l'avenir, encore une fois, pour moi, avec la garantie de table, elle continue à courir, à- comment dire, à vérifier quand même avec l'assureur en question, hein. Et pour compléter, une question d'Élodie qui nous demande si chez RS, on appliquera une table de mortalité mixte ou TGF 0,5. Donc, dans notre partenariat avec Swiss Life, ce sera la TGF 0,5 sur nos contrats qui sera appliquée, encore une fois, pour les nouveaux. Alors, et puis, qu'est-ce qui nous reste comme question? Frais de transfert sur les 83 et perte Madelin. Oui, très bonne remarque. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis là. Les frais de transfert sont désormais limités à 1% au lieu de 5 et c'est 1% dès lors que les contrats ont plus de 10 ans. Donc, c'est bien. C'est aussi, vous avez tout à fait raison, réduction des frais de transfert maximum. Toujours sur le 83 PEROB, la mise en réduction d'un 83 au PEROB pour souscrire un nouveau PEROB afin de maintenir l'étape genrée sur l'ancien contrat ne suffit pas pour maintenir ces conditions. Il faut effectuer une résiliation de ce contrat. Et donc, soit on met en réduction et on souscrit un nouveau pour maintenir, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de transfert. Donc, si on met en réduction un contrat, pour moi, il garde ces tables genrées, puisque de toute façon, on est avant la loi, donc et en revanche, si on signe un nouveau contrat, donc je ne sais pas si je réponds bien à la question, hein, mais si on signe un nouveau contrat, bah, lui, soit on le signe avant le 24 octobre 24, il sera OK. Si on le signe après, il aura les nouvelles conditions et donc ce sera une seule table applicable. Philippe nous demande, j'ai une entreprise de 5 salariés qui a ouvert son exercice le 1er janvier 24 et clôture au 31/12/24. Oui, mais pour faire quoi, Philippe? Je crois que tu n'as pas fini ta question. Euh, je sais pas. Je sais pas sur quel sujet tu es. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Poche non cotée lors d'un déblocage anticipé du PER, bah, c'est une bonne question et il faut qu'effectivement les FCPE aient une part suffisante de fonds liquides à l'intérieur pour pouvoir gérer les déblocages, qui est une condition sine qua non d'intégration de ces choses-là dans le plan d'épargne. On a Sébastien qui nous demande,
À quelle date limite doit-on mettre en réduction totale les articles 83 pour préserver la TGH 0,5, TPRV? Alors, encore une Oui, fois, à mon sens, ouais, oui, Eric, je lui avais répondu, d'accord. Marie-Noël. En fait, l'idée, c'était essayer de sanctuariser quand même ces droits qui étaient acquis Ouais, avec des tables de mortalité hyper favorables. ouais, Donc, l'une des techniques, c'était de dire on arrête de verser sur ce dispositif, ouais. on ouvre un nouveau dispositif PEROB et on verse les nouvelles Le cotisations nouveau. avec la nouvelle table de mortalité sur le nouveau dispositif, mais au moins on a sanctuarisé tous les versements antérieurs sous table de mortalité ultra favorable sur l'ancien dispositif qui a été mis en réduction. Ouais, alors, mais encore une fois, à vérifier. Mais pour moi, s'il y avait une garantie de table, hein, parce que si on applique toujours la TPRV 93, c'est qu'il y avait une garantie de table sur ce Oui, contrat-là. oui. Pour moi, même si on n'a pas besoin forcément de mettre en réduction, et pour moi, le passé est sanctuarisé, hein. Ah, d'accord, Ah, ok. enfin, c'était ma compréhension. Mais alors, peut-être que tous les assureurs ne font pas ça. Donc, c'est encore une fois à vérifier avec son assureur. Parce que si on a payé, parce que la garantie de table, elle se paye, hein, elle a un coût, la garantie de table. Mhm, Donc, si on paye une TPRV depuis 25 ans ou 30 ans et qu'en mhm. fait, effectivement, on arrive là, ah bah non, finalement, tant pis, vous avez plus de garantie de table. Là, c'est effectivement un scandale. Donc, pour moi, le stock est sanctuarisé. Mais encore une fois, Ouais, à à vérifier quand vérifier même, et sait-on par jamais. sécurité, mieux vaut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme me disait mon grand-père quand j'étais jeune. Et effectivement, se dire que ce qui était ultra favorable, bah, on le laisse et puis Ouais, ouais. on va ouvrir sur un nouveau C'est une contrat solution, ouais. pour pas mélanger les cotisations qui Mm. sont sous des tables de mortalité distinctes. Ouais. Ça me semble assez efficace. Mm. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, on va peut-être. Il Ah non, est, il est 26, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on avait. on avait jusqu'à 30, il est Ah, d'accord. 17h26, donc nous avons Alors, encore 4 minutes. ouais, faut prendre Louis qui nous ouais. pose une question sur la poche non cotée lors d'un déblocage anticipé sur le J'ai répondu PER. ça. Ah Ça, bon, j'ai très bien, répondu, ok. même avec Alors, ok, les donc fonds. répondu en direct. Ok, Les fonds qui super. auront du private equity devront avoir assez de liquidité en fait pour pouvoir servir les déblocages anticipés. Donc, on a Léon qui nous demandait si, donc, dans l'accord de participation inclus dans le contrat RS sélection, ne nécessite pas d'action supplémentaire pour rehausser la PPV à 6 000 euros. Je te laisse répondre, Eric. Alors, attends, j'ai perdu les questions, hein. Alors oui, je la vois plus. C'était la question de le prénom, Léon. c'était Léon. Alors, où est la question de Léon? Merci pour votre Ouais, retour. c'est ça. Sachant qu'il y a l'accord de participation inclus dans le contrat d'RS, il ne nécessite pas d'action supplémentaire pour rehausser PPV à 6 000 euros. Vous confirmez? Ah non, je ne confirme pas du tout. La participation et le régime de participation dans le plan d'épargne RS sélection, l'entreprise a toujours la possibilité, mais pas l'obligation, de l'utiliser. Or, pour avoir droit au plafond au-delà de 3 000 euros, l'entreprise doit s'engager à appliquer un accord, soit de participation, soit d'intéressement. Dans notre cas, on est sur l'accord de participation. Donc, si vous voulez utiliser le régime de participation de votre plan d'épargne RS sélection pour accéder à une PPV supérieure à 3 000 euros, dans le préambule de votre PPV, vous devez indiquer que l'entreprise prend l'engagement d'appliquer sur l'exercice fiscal de mise en paiement de la PPV son accord de participation, son régime de participation, pour être plus exact, de son plan d'épargne à sélection. Ce faisant, l'entreprise a pris un double engagement. Elle prend un engagement au titre de la PPV de verser la somme convenue dans la DUE, mais elle prend également l'engagement de verser la formule légale de participation. Donc, attention à la maîtrise de la formule légale de participation quand on prend une telle décision. C'est peut-être plus simple de conclure un accord de participation volontaire à formule dérogatoire. Écoutez, un grand merci déjà pour votre participation très nombreuse. Je crois que c'est un des premiers épisodes de la chronique du partage où on n'a pas réussi à aller au bout des questions qui ont été posées. Donc, beaucoup de questions, certaines questions techniques.
Bien, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Comme Marie-Noëlle vous l'a dit, eh bien, on vous fera un retour via le module de questions-réponses sur le site partenaire RS. Et puis, notre équipe en région reste à votre disposition si vous souhaitez approfondir l'un quelconque des points que nous avons vus avec Marie-Noëlle. Et bien entendu, on vous souhaite un excellent été à toutes et à tous. Rechargeons les batteries et de retour à la rentrée pour prêcher les vertus encore et toujours du partage de la valeur chez nos entreprises clientes et prospects. À très Merci vite. à tous. Très bel été. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Marie-Noëlle. Salut Eric.